Bonjour et bienvenue dans À l'air libre. J'étouffe, 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 répété 7 fois. Mediapart et Le Monde ont révélé hier les derniers mots de Cédric Chouviat, étranglé au point d'en mourir par la police en janvier dernier. Son épouse, Doria, est avec nous dans À l'air libre. Elle réagit à cette information qui représente un tournant dans cette affaire. Alerte maximale ensuite sur le climat, avec un nouveau record de température ces derniers jours en Sibérie. 2020 est bien parti pour être l'année la plus chaude depuis 140 ans. On tirera la sonnette d'alarme avec le climatologue Christophe Cassou. Et puis ne ratez pas notre entretien avec Nordin Iznasny. Il a été dans les années 90 un des cofondateurs du mouvement Immigration Banlieue qui a tracé la voie du mouvement actuel contre les violences policières et le racisme. Je vous rappelle l'adresse où vous pouvez nous écrire alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages. À l'air libre numéro 66, c'est parti. Et nous commençons cette émission avec vous, Doria Chouviat. Bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Votre mari, Cédric, a été étranglé par la police en janvier 2020 lors d'un contrôle routier, plaqué au sol sur le ventre, menotté. Il est mort à la suite de cette interpellation, mort donc par asphyxie. Et hier, notre journaliste Pascal Pascariello ainsi que Le Monde ont publié un article qui éclaire d'un jour nouveau cette mort pour laquelle une enquête judiciaire est ouverte pour homicide involontaire. L'agonie de Cédric a en effet été enregistrée par son téléphone qui a continué de fonctionner pendant toute la scène. Et c'est la principale information de cet article. Par 7 fois, Cédric, votre mari, a prononcé ces mots « j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe », 7 fois donc. Doria, comment avez-vous réagi lorsque vous avez lu notre enquête hier? Pour moi, tout ça, après bien sûr, comme ils disent, il faut des faits avérés, il faut des preuves, mais pour moi, tout ça, c'était logique. Que mon mari se soit débattu, qu'il ait cherché à vivre, qu'il ait cherché à susciter chez eux l'empathie, la compassion. Enfin, je me suis plusieurs fois imaginé la scène. La scène déjà sans l'audio, je veux dire juste avec les yeux, on arrive clairement à voir ce qui se passe. On voit 3 hommes sur un homme en train de l'étouffer, et puis on voit Cédric face contre terre, qui suffoque, qui agonise. Donc, ça aurait pu être j'étouffe, comme ça aurait pu être s'il vous plaît, mais de toute évidence, enfin, je veux dire, c'est l'instinct de survie. Pour moi, ça, c'est pas une nouveauté. Ça m'attriste, ça me brise encore un peu plus, en sachant que moi, j'ai pas encore écouté cet audio. Mais ce qui est encore aberrant et énervant, c'est la mauvaise foi des policiers, parce qu'en plus d'être violents et maintenant ils disent qu'ils sont malentendants. Vous voyez ce que je veux dire? On voit clairement si vous faites un zoom sur la vidéo et une capture d'écran, la face du policier qui étrangle mon mari est quasiment collée au visage de mon mari qui est face contre terre. Donc j'aimerais comprendre comment ils l'ont pas entendu. Il a tout donné, Cédric, pour vivre. Ça veut dire que le j'étouffe, il l'a pas dit une fois, il l'a pas murmuré. Là, faut se remettre dans le contexte. Il est en train de voir la mort. Il pense à sa femme, ses enfants, il pense à tout ça. Il a qu'une envie, c'est de vivre. Donc là, il donne tout ce qui lui reste. Il dit j'étouffe, 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 j'étouffe. Et là, je me dis mais il y a plus d'humanité, il y a plus rien. Mais sur les 4, parce qu'ils sont 4 encore, il y en aurait qu'un seul. On se dit bon, il y en a un qui a perdu la boule, qui est violent, mais ils sont quand même 4. Parmi les 4, il y a une femme. Après, cette femme, elle est debout, elle voit la scène. À un moment donné, je sais pas, le civisme, mais le civisme déjà de tout un chacun sans même être policier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme tout à l'heure quand je disais présenter ses condoléances, ça fait partie des règles de la bienséance. C'est gratuit, ça coûte rien. Moi, mon mari, quand on lui demande d'essuyer sa plaque d'immatriculation, il est d'accord, mais gentiment, il leur dit, écoutez, dites-moi s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, on est vraiment, on part du b.a.-ba, du savoir-vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en plus, ces gens, ils sont policiers, ils représentent la loi, ils représentent le civisme dans toute sa splendeur. Ils sont indignes d'être policiers. C'est inadmissible de savoir qu'ils n'ont toujours pas été suspendus. Bien sûr, il y a une instruction. A été suspendu. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, la famille de Cédric Chouviat? J'imagine que vous avez une demande. Mais qu'est-ce qu'on redemande? Et on redemande, bon sang. Mais déjà, dans un premier temps, mais pour le principe, pour la protection des autres civils à qui il pourrait être confronté
tenter dites-vous qu'ils sont toujours en fonction. Vous vous rendez compte ou quoi? C'est-à-dire que ces 4 individus qui ont perdu leur sang-froid, qui ont été ignobles, qui l'ont tué, qui n'ont pas voulu s'arrêter jusqu'à ce qu'ils deviennent bleus, jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus, ils sont encore en fonction. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même dans le pays le plus sous-développé de la planète, ils auraient été immédiatement suspendus. Et ça c'est toujours pas fait. Donc, c'est même pas on s'interroge, mais on se dit, mais on sait qu'on vit dans un monde de fous, mais là c'est trop. Mais avec toute la hiérarchie, avec toute la législation, avec le code pénal, avec tout ça, ils n'ont pas pu, ne serait-ce que dans leur règlement intérieur, le fait qu'ils soient impliqués dans une affaire de meurtre. En fait, là c'est grave. Il y a un homme qui a laissé sa vie. Ils nous ont privés de 40, de 60 années de bonheur avec leur père, avec mon mari, avec leur fils. Je parle pour et ils sont même pas suspendus. Mais en plus, la suspension, j'ai envie de vous dire, moi, ça me suffit pas. Mais dans un premier temps, avec ce qu'on a, ça m'énerve quand on parle de faits avérés. C'est quoi les faits avérés? Vous avez des vidéos, vous avez des audios, vous avez des témoignages, des gens qui ont témoigné. Il y a une dame qui a témoigné et qui a dit clairement qu'elle a vu la policière arracher le téléphone des mains à mon mari, le jeter par terre, le pousser. Enfin, je veux dire, avec tout ça, il vous faut quoi? Faudrait peut-être pas. Cédric, il peut pas ressusciter, il peut pas venir témoigner. Mais grâce à Dieu, il a laissé pas mal de choses. Il y a à boire et à manger. Oui, il a fait beaucoup d'éléments désormais. Il les suspend. Dossier, bien sûr. Vous avez également, ce matin, lors d'une conférence de presse, réitéré votre demande collective, la famille, d'interdire la clé d'étranglement, le plaquage ventral, des techniques qui tuent, avez-vous dit. J'imagine que là aussi, le pouvoir a beaucoup hésité ces derniers temps autour de cette question. Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'il est jamais trop tard pour bien faire. Et que je suis quand même l'actualité et je suis consciente du chantage, de la pression des syndicats, etc. Mais j'ai envie de vous dire, c'est dans un intérêt collectif, autant pour les policiers que pour nous, les civils. Il faut à tout prix, de toute urgence, immédiatement, une remise en question et une interdiction de ces prises qui s'avèrent plus que dangereuses. Elles l'ont pas juste blessé, elles lui ont ôté la vie. On parle quand même de la vie. Il y a rien de plus sacré, ça. C'est inestimable. Donc pourquoi ils hésitent en fait? Je comprends pas. S'ils n'ont pas la poigne, s'ils n'ont pas la motivation, s'ils n'ont pas, mais qui démissionnent du gouvernement, qui laissent la place à d'autres personnes qui vont peut-être plus s'impliquer. Et même s'il faut aller au bras de fer, même s'il faut aller au combat avec les syndics ou avec je ne sais qui, ils iront jusqu'au bout. Mais là c'est urgent oui, on s'interroge, on est frustré, on s'indigne. Mais il y a quelque temps de ça encore, le gouvernement ne voulait même pas entendre parler de violence policière. Il s'indignait juste le fait de l'entendre. Mais quand on l'a subi, la violence policière, mais c'est plus de l'indignation. C'est quoi? J'imagine beaucoup de colère de votre côté, évidemment. Dernière question, Doria Chovia. Si vous aviez Emmanuel Macron, le président de la République, en face de vous, en aparté, que lui diriez-vous? Je lui dirais que tout en étant consciente de la grande responsabilité qu'il a, j'imagine que moi je suis pas à sa place, il n'est pas à la mienne non plus, mais moi malgré tout mon malheur, j'essaie quand même un peu de me mettre à la place de tout le monde et je suis déçue, c'est dommage, sans compter que comme je viens de vous le dire. C'est vrai que ça tombe sur le président. Maintenant, mon mari, il parlait un peu de tout le monde, mais de son vivant, c'est vrai qu'il avait bizarrement, je dis bizarrement parce que je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tous les cas, il avait de l'admiration pour cet homme, pour son parcours, pour son ambition, et je comprends pas que dans l'ambition d'un président de la République, il n'y ait pas cette envie de changement, cette envie de vouloir améliorer les choses. Une fois que le problème est constaté, faut pas l'étouffer. Faut pas essayer de le maquiller, faut pas essayer de le déguiser. Au contraire, faut le prendre comme il est, faut mettre les choses à plat. Et dans la vie, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi énormément de solutions.
Moi, personnellement, bénévolement, je suis prête à aider, je ne sais pas de quelle manière, mais de façon à régler ce problème, parce qu'il y a un problème de violence. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On sait que tous les policiers ne sont pas des violents. On sait que tous les policiers ne profitent pas de l'occasion d'un contrôle pour affliger des violences, pour assouvir un mal-être ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, il y en a, et on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Et aidez-les déjà eux, j'ai envie de vous dire. Et moi, pour ma part et pour la part de mes enfants et ma famille, aujourd'hui on est endeuillé, pardon, mais il y a la justice et on voit bien que la justice, ça fait 6 mois et ça fait 6 mois qu'elle travaille, qu'elle récupère des témoignages et tout ça, ça nous touche. Et voilà, on essaye de, je sais pas comment vous dire, on essaye de regarder le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, ça serait que Cédric ne soit pas mort gratuitement, parce qu'il est vraiment mort gratuitement. Et les conséquences, elles sont lourdes et irrémédiables. Mais si ça pouvait éveiller les consciences et faire que ça soit la cause pour une belle cause, malgré toute la tristesse, malgré tout notre mal-être, malgré tout ça, ça serait une belle histoire. Merci. À raconter à mes arrière-petits-enfants peut-être. Merci beaucoup Doria Chouvia d'avoir répondu aujourd'hui à L'air libre. Et bien évidemment, notre consoeur Pascal Pascariello à Mediapart continue de travailler sur cette affaire. Vous pouvez retrouver tous ces articles très complets sur le site. Nous partons désormais en Sibérie. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais Verkhoyansk, une petite ville de 1200 habitants en Sibérie, dans le Grand Nord russe, est un des endroits les plus froids de la Terre en hiver. Et l'été, la température remonte, mais jamais elle n'était montée aussi haut. Un record de température a en effet été enregistré samedi dans cette ville, avec 38 degrés Celsius. C'est 18 degrés de plus que d'habitude à la même période. Avec nous, Christophe Cassou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur CNRS et un des experts du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui fait référence dans le monde et nous alerte régulièrement dans ses prévisions sur les grands dangers climatiques qui nous guettent si nous n'agissons pas de façon rapide. Alors certains en nous écoutant peuvent se dire 38 degrés en Sibérie en ce moment, c'est peut-être un petit coup de chaud exceptionnel, rien de grave. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est bien plus alarmant et pourquoi ? Alors oui, 38 degrés, c'est une canicule qui sévit actuellement en Sibérie centrale. Ce qui est intéressant, c'est de replacer cette canicule dans un contexte climatique un petit peu plus grand, sortir du contexte météorologique et de regarder ce qui s'est passé depuis environ un an, où des conditions extrêmes dominent dans cette région du monde. On a eu un hiver extrêmement doux dans ces régions-là, avec des anomalies de température qui étaient très fortes, de l'ordre de 6-7 degrés à l'échelle climatologique. Et donc cette canicule, en fait, est dans la continuité de ce qui se passe depuis le mois de novembre-décembre dans toute l'Eurasie, qui connaît des températures extrêmement chaudes. Alors, il y a une conséquence à ces températures, des centaines de feux boréaux, des feux de forêt massifs. On les voit sur ce compte Twitter d'un météorologue américain, on les voit bouger. Il y a traditionnellement ce genre de feu dans l'Arctique, ce n'est pas nouveau, mais en quoi ce qui se passe en ce moment, la dimension de ce qui se passe en ce moment est vraiment nouvelle? Pourquoi là encore c'est problématique? Alors, il y a toujours eu des feux en été en Sibérie. Ce qui est très frappant cette année, c'est que ces feux ont commencé très tôt dans la saison et sont d'ampleur très importante. On est déjà quasiment sur les traces de l'année record qui était l'année dernière. En fait, toutes les années records se suivent maintenant dans ces régions-là. Donc, l'année record 2019, où des feux avaient brûlé pendant extrêmement longtemps en Sibérie, depuis le début de l'été jusqu'à la fin de l'été. Donc, le fait que ces feux commencent de manière très précoce est dû à ce que j'expliquais un petit peu précédemment. C'est un hiver très doux et donc une neige au sol qui a fondu très tôt, de manière très précoce, et donc qui a permis aux températures estivales de se mettre en place bien avant le début de la saison classique, on va dire. Alors, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a un problème parce que la forêt est une énorme réserve de carbone et que du coup, le risque, ce qui se passe en ce moment, c'est une émission de CO2 accrue et donc des boucles négatives sur le climat qui peuvent potentiellement se mettre en place. Expliquez-nous ça un petit peu.
Alors, c'est plutôt des boucles de rétroaction positives qu'on utilise dans notre jargon. Négative. Voilà. Négative au sens de valeur, mais positive dans le sens où c'est un cercle vicieux qui se met en place. C'est-à-dire que il fait chaud, il fait sec, donc la forêt brûle. Il fait chaud, il fait sec. Pourquoi? Parce que cette région-là est très sensible aux émissions de gaz à effet de serre, en tout cas au changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Donc, on a des températures plus chaudes qui conduisent des feux, qui conduisent à une libération du CO2 dans l'atmosphère, qui conduisent évidemment à augmenter la température à l'échelle planétaire. Et donc, on a ce cercle vicieux, cette boucle de rétroaction positive, telle qu'on l'utilise dans notre jargon, pour quantifier ces sortes d'emballements qui peuvent apparaître. Alors l'autre conséquence, ce qui se passe aussi en ce moment, c'est la fonte de la banquise dans l'Arctique. Là, on voit une carte une carte dynamique que vous avez publiée sur votre compte Twitter. Quelle est l'ampleur de cette fonte? Et là encore, quels sont les problèmes que ça pose? Alors, de manière tout à fait cohérente, s'il fait chaud sur le continent eurasiatique, en fait, la glace de mer, c'est-à-dire la banquise qui est posée sur l'océan Arctique, fond de manière précoce. Et donc, la date de fonte, en fait, le caractère très précoce de cette fonte est essentiel pour conditionner en fait toute la glace qui va subsister pendant la saison estivale. Et donc, il est très probable que cet été 2020, soit l'été avec le minimum de glace, le minimum de couverture de glace sur l'ensemble de l'océan Arctique. Alors, il faut attendre un petit peu pour savoir quelle sera la météo en juillet et août pour affirmer que l'océan Arctique se libérera de glace. Mais en tout cas, il est très probable que cette année soit dans le top 3, on va dire, monte sur le podium des années les moins englacées en Arctique. Et de nouveau, ça c'est une conséquence aussi très importante parce que, alors, comme on parlait de rétroaction positive liée à la forêt au stock de carbone, la glace aussi fait partie des processus qui induisent des rétroactions positives, dans la mesure où la glace réfléchit le rayonnement solaire. Quand on est en montagne, on prend des coups de soleil parce qu'on a 2 fois plus de soleil qui arrive sur notre visage. C'est parce que le sol réfléchit le rayonnement solaire. Tout ça se passe à une échelle très très grande au niveau de l'océan Arctique. En été, il y a 24 heures sur 24 du soleil. Quand la glace est présente, elle réfléchit le rayonnement solaire. Quand la glace est absente, en fait, le rayonnement solaire pénètre dans l'océan, chauffe l'océan, qui va de nouveau contribuer à faire fondre la banquise. Et donc là, on est dans ce cercle vicieux et cette boucle de rétroaction positive. Donc en fait, on est en plein dans les scénarios sur lesquels des gens comme vous alertent depuis 10, 20, 30 ans. Oui, en fait, c'est très. Enfin, beaucoup de personnes s'étonnent de ces records de température dans ces zones-là. En fait, il suffisait de regarder ce que les rapports du GIEC ou les projections climatiques qui étaient assez peu précises il y a 20-30 ans, mais déjà donné les grandes lignes des futurs climatiques, et en particulier donc, du début des années 2020-2030, où on voit que ce qui était prévu, ce qui était projeté il y a 20-30 ans, se réalise aujourd'hui. Donc, on va dire rien de nouveau. Nous, climatologues, on n'est pas du tout surpris. On est dans ce schéma d'augmentation des températures à l'échelle planétaire et une augmentation des températures qui est 2 fois plus rapide au niveau des latitudes polaires dans les zones englacées. Et cette vitesse de réchauffement qui est beaucoup plus grande dans les zones glacées est due à ce que je vous expliquais précédemment, ce sont ces rétroactions positives liées à la glace et à la neige qui jouent le rôle d'amplificateur du réchauffement climatique. Alors vous le dites aussi sur votre compte Twitter récemment, il y a environ 9 chances sur 10 que 2020 devienne l'année la plus chaude depuis 1880 à l'échelle planétaire. J'imagine que 1880, c'est la date où on a un recul sur les températures. Ça ne veut pas dire que peut-être c'est pas une année la plus chaude depuis plus longtemps. Année la plus chaude qui succède à d'autres années records. Oui, on est vraiment dans la continuité. Les 5 années les plus chaudes seront les 5 dernières années. 2016 étant sur la marche la plus haute du podium. Donc, on va certainement, en 2020, battre ce record de 2016, sachant que 2019 était la 2e année la plus chaude. Donc, comme je disais, on a 9 chances sur 10 à ce que cette année 2020 soit l'année la plus chaude depuis le début des relevés instrumentaux, donc 1850, 1880, on va dire depuis le début de l'ère industrielle.
Et alors justement, en 2018, le GIEC dont vous faites partie a publié un rapport disant qu'il restait une toute petite fenêtre pour contenir le réchauffement planétaire en deçà de 1,5 degré, ce qui permettrait une série, si cette boucle-là, si on passait au-delà de 1,5, on aurait une série de catastrophes écologiques et humaines. On en avait parlé évidemment sur Mediapart. Il y a également eu un rapport spécial sur les océans et les pôles en 2019. Est-ce que aujourd'hui, au vu de tout ce que vous racontez quand on se parle en ce moment, est-ce qu'on est entré dans ce monde d'après du point de vue climatique où les gens commencent à comprendre ce qui se passe, ou est-ce que vous avez l'impression finalement de toujours raconter la même chose sans que vraiment les mesures nécessaires soient prises? Ce qui est frappant, c'est que nos projections d'il y a 30 ans donnaient exactement les trajectoires que l'on suit. Donc les observations viennent valider les projections que l'on a fait. Et puis, depuis 30 ans, peu d'actions ont été menées en fait pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui montre bien que nos alertes n'ont pas été entendues ou n'ont pas été assez audibles. Donc, aujourd'hui, nos actions d'aujourd'hui en fait conditionnent le climat des années 2030-2040. Il y a toujours une inertie dans le système climatique. Il faut attendre à peu près 10-20 ans pour avoir un effet sur le climat. Donc, on affirme, donc après l'alarme climatique, on a tiré depuis quelques années l'urgence climatique parce que c'est dès aujourd'hui qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Alors, il ne faut pas se leurrer que 1,5 degré va être compliqué. 2 degrés serait une bonne cible et pour 2 degrés, il faut commencer dès aujourd'hui à limiter de manière drastique nos émissions. Les derniers graphiques que je vais montrer, là aussi sur votre compte Twitter, au cas où certaines personnes qui nous écoutent n'y croiraient toujours pas, vous avez publié ce graphique qui vient de l'université américaine de Berkeley en Californie. Il montre l'évolution, on va le voir s'afficher pendant qu'on parle, de la température pays par pays observée depuis 1900. Et ce qu'on voit tout simplement, c'est le monde entier devenir progressivement orange ou rouge depuis, notamment j'ai pris là précisément depuis les années 80. Là encore, ça valide, j'imagine, exactement ce que vous dites. Oui, voilà. Donc cette animation est intéressante parce qu'elle montre que le réchauffement est planétaire. Sur la fin de la période, on voit bien que quasiment tous les pays deviennent rouges, voire marrons. Il y a toujours quelques points qui restent bleus. Alors ça, ce sont les zones favorites des climato-sceptiques qui appuient sur ces coins-là pour nier le réchauffement climatique global. Cette carte aussi est intéressante parce qu'il y a beaucoup de controverses sur la température globale. On nous reproche ou on nous dit qu'on ne peut pas avoir une bonne estimation de la température globale dans la mesure où on a quelques observations et donc la température globale n'a pas de sens. On voit ici que quand on regarde par pays ou même par station, on a ce qu'on appelle une invariance dans notre jargon, c'est-à-dire le même phénomène qui se passe à toutes les échelles. À l'échelle d'une station, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, et donc évidemment, quand on prend la température globale, à l'échelle de la planète. Merci beaucoup Christophe Cassou. On le voit, le temps n'est plus vraiment à ergoter, le temps est plutôt à l'urgence quand on vous écoute, même si tout cela est dit avec calme, mais ça n'empêche pas que vous dites ça depuis des années collectivement au sein du GIEC. Message envoyé à nos dirigeants, évidemment, et à nous-mêmes aussi. Si vous le voulez bien, nous allons écouter ensemble, sans transition, pour se reposer un petit peu, le pianiste Willem Lachumia. Il joue, vous allez voir, en passant les cordes de son piano, c'est assez incroyable. Il nous interprète de Fairy Bells du compositeur Henry Covell. Bonjour à tous, merci à Mediapart de m'avoir invité pour ce petit moment musical. J'ai placé la caméra un peu de manière particulière, vous verrez pourquoi. Et je vais vous jouer une pièce d'Henry Cowell qui s'appelle Fairy Bells. Alors, Henry Cowell est un compositeur américain du début du XXe siècle et qui défraya la chronique parce qu'il utilisait le piano différemment. Ici, je vais jouer avec un petit morceau de carton ou un plectre et une partie sur le clavier. Le reste sera à l'intérieur.
Bonjour Nordine Iznesni. Bonjour. Vous avez 58 ans, vous êtes travailleur social à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Mediapart. Vous avez été de 2008 à 2020 conseiller municipal de la ville de Nanterre, délégué à la politique de la ville et aussi, dans une vie antérieure, porte-parole de l'écologiste José Bové lors de la campagne présidentielle de 2007. Et puis surtout, vous êtes un des cofondateurs du MIB, M-I-B, le mouvement de l'immigration et des banlieues, né en 1995 et qui est vu comme le précurseur des mouvements actuels contre les violences policières et le racisme, porté notamment en ce moment par le collectif Vérité et Justice pour Adama. Alors à la fin des années 90 et 2000, le MIB s'est aussi mobilisé contre les meurtres policiers, contre l'impunité. On va y revenir et vous avez joué évidemment un rôle central dans cette histoire. Mais d'abord, une question d'actualité. Est-ce que cette génération Adama, comme elle s'appelle elle-même, qui manifeste dans les rues en ce moment depuis un mois, et la mort de George Floyd aux États-Unis, avec les échos ici, est-ce que ça vous fait chaud au cœur? Est-ce que ça vous rappelle ce que vous avez porté et vécu vous-même à l'époque? Ben oui, ça me rappelle ce qu'on porte depuis des années. Mais surtout, c'est avec les nouveaux moyens de communication. C'est-à-dire que les personnes, quand ils voient des choses aujourd'hui, beaucoup, en tout cas, n'hésitent pas à être des lanceurs d'alerte et à filmer des situations où avant, il n'y avait pas d'image. Et souvent, c'était la parole des personnes contre celle des gardiens de la paix ou des forces de l'ordre. Ça dépend de quel côté on se place. Donc, c'était vraiment pas facile. Donc le poids des images a changé cette lutte probablement. Il y a ça, et puis le fait de la conscience aussi des générations. Et puis, je veux dire, le travail qu'on a fait toutes ces années fait que il y a des traces et il y a des manières aussi de faire. Et c'est vrai que pour ma part, quand il y a eu la mort, quand je devais avoir peut-être 19 ans, 20 ans, d'un jeune à Marseille qui s'appelle Lawari Ben Mohamed, que le brigadier Taïfer lui a tiré dans le dos. On était à la fin des années 80. Fin des années 70. Fin des années 70. Ouais, fin des années 70. Et là, c'est quelque chose qui m'avait heurté parce que je pense que c'était, bon, c'est un repère pour moi, c'était la période de la fête de l'Aïd, qui est une fête importante pour nous. Voilà, et c'est quelque chose qui m'est resté. C'est-à-dire l'impunité, le fait qu'on pouvait nous tirer dessus dans le dos ou à l'arrière, et puis que les personnes soient pas poursuivies ni condamnées, et qu'on devenait des portions congrues. Et se sentir comme ça à 20 ans, voilà, pour moi, il y avait un grave problème. C'est-à-dire qu'on était discriminés, qu'il y avait des préjugés, qu'il fallait, même là où j'habitais avec d'autres familles, hein, en cité de transit et avant dans ce qu'on appelle les bidonvilles, où voilà, c'était aussi de mener un combat pour qu'on puisse avoir le droit de vivre comme tout le monde, quoi, sans être discriminé, d'autant plus que il faut savoir que après la période coloniale, beaucoup de gens qui étaient dans l'armée ou ailleurs dans les polices sont revenus ici et ont intégré les forces de l'ordre. Et ça vient pas de moi. Il y a des gens à qui je voudrais rendre hommage. Il y a un monsieur qui s'appelle Maurice Rafus, qui nous a quittés samedi dernier. Qui documentait depuis des décennies les violences policières. Le jour de la manifestation, qui est un militant dont les parents ont été déportés par la police. Oui, tout ça est une histoire très ancienne. Ça vient pas comme ça, quoi. C'est pas, on s'est réveillé, on a la haine de la police, parce que certains, c'est le jeu avec lequel ils voudraient. C'est-à-dire, on répond pas aux problèmes de fond, les problèmes sociaux, on laisse les gens dans la misère, et après, on peut les stigmatiser et faire ce qu'on veut d'eux. Et ça, pour nous, c'était pas possible. Alors, on va commencer justement à regarder cette histoire du MIB, aux origines donc du mouvement actuel contre les violences policières. Vous êtes ému? Ouais, c'est surtout, on parle de jeunes à qui on a pris la vie, et pour laquelle on se rend pas compte des conséquences dans les familles, qui est des fois très dur. Très dur. Et ça, ce côté-là, souvent, on n'en parle pas. L'aspect psychologique, des problèmes que ça peut engendrer. Justement, donc on va regarder
un élément sur cette histoire du MIB. Donc, je l'ai dit, organisé en 1995, d'abord contre la double peine, hein, c'est-à-dire les condamnations suivies d'expulsion, mais bien sûr très tôt, ce combat dont vous parlez contre les violences policières. On va voir ce documentaire de 2002 qui s'appelle « Les actions du mouvement de l'immigration et des banlieues ». La scène, l'action se passe après la mort d'un garçon qui s'appelle Moussa. Il a 16 ans, il vient d'être tué au Muro par un policier. On est en janvier 2002, on va regarder. Voilà. Mais les filles. Ça dit un première, deuxième génération, on s'en fout. Allez, deuxième génération, on s'en fout. On est chez nous. Où ça. Les grands comme les petits, on s'assoit, on est tous ensemble et on fait quelque chose. La police elle est disciplinée, ils ont fait 40 km de course-poursuite, eux ils s'organisent, faisons leur montrer que nous aussi, on est une organisation. Alors Nordine, on vous voit brièvement d'ailleurs au début de cet extrait dans le camion. C'est une marche à l'époque contre les violences policières après la mort de Moussa. C'est les mêmes slogans qu'aujourd'hui, pas de justice, pas de paix, la même revendication finalement contre l'impunité. Tout à fait, d'autant plus que cette histoire elle est dramatique parce qu'on a un jeune qui se trouve dans une voiture, qui est pris de panique, qui prend l'autoroute. Et je pense que c'est vers la porte Clichy ou la porte Saint-Ouen. Il y a une espèce de... Le périph' est fermé et on le fait sortir. Et au lieu de l'arrêter avec, je sais pas, peut-être des chaînes au sol, avec des clous, on a quelqu'un qui a une arme qui s'appelle une mitraillette Beretta et qui tire avec sa mitraillette. C'est-à-dire, je sais pas. On peut me donner toutes les explications qu'on veut. Il y avait d'autres manières d'appréhender Moussa, et pas de lui mettre fin à sa vie. Voilà. Et quand on voit ça, après que la justice, elle classe l'affaire ou elle enterre une deuxième fois la personne, quoi. Et la mémoire de la personne. Donc, cette manifestation qui avait lieu au Muro, on s'est rendu à la mairie des Mureaux pour demander à ce que justice soit rendue à Moussa et puis aux autres. Dans le sens où, pendant toutes ces années, on a l'impression que les jeunes des quartiers populaires sont partis congrus, quoi. C'est pas important. Juste un mot, comment ce mouvement il s'organisait dans la fin des années 90 et au début des années 2000 On regardera tout à l'heure un petit extrait, mais comment ça fonctionnait cette organisation? Le MIB était présent dans plusieurs villes. Et avec des réseaux assez connectés contre les violences policières, contre la double peine. On était organisé en collectif, que ce soit avec des gens qui étaient à Lyon, dans la banlieue Est, à Vaux-en-Velin, Vénissieux, Abron, puis Nîmes, Montpellier, et puis la banlieue parisienne, qui est un lieu très important. C'était d'apprendre, de donner les outils aux gens, d'éviter que les familles elles soient isolées. Parce que le problème dans ces affaires-là, c'est quand les familles elles se retrouvent seules face à la police et à la justice. Il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup ces derniers temps, c'est que fait la justice dans notre pays. Problème, ok, la police. Dans les quartiers populaires, c'est peut-être les gens les habitants des quartiers voient le plus la police. Mais on peut pas régler les problèmes de fond rien qu'avec la police. Donc, il faut voir du côté de la justice. Et la justice, dans notre pays, moi, quand j'étais jeune, c'est une anecdote. J'allais au tribunal regarder les audiences. Je regardais comment les jugements se passaient, comment les gens étaient traités. Et il s'est avéré que j'ai vu des gens, des magistrats avoir des commentaires, surtout des procureurs, avoir des commentaires qui sortaient totalement de ce qui se passait devant nous. Et là, à mon avis, ils mettaient aussi leurs convictions
avec des paroles des fois hallucinantes. Pour anecdote, on est à Lyon dans les années 80 et c'est le procès de Monsieur Lopez qui a tiré sur Ahmed Boutelja. Il lui a tiré dans le dos. Il l'a tué. Et on est au tribunal. Et à un moment, on a le président du tribunal, suite à une réaction de la femme de Ahmed Boutelja, qui se pose des questions quant à la peine demandée, qui représentait rien, quoi, pour avoir tué son mari. Elle a réagi, et nous, ce qu'on n'avait pas vu, c'est que dans la salle des pas perdus, là où on a jugé Klaus Barbie, il y avait une rangée de policiers avec des matraques, et une autre rangée de policiers avec des chiens. Et quand il a prononcé, quand la femme de Ahmed Boutelja a demandé des explications quant à pourquoi demander ce genre de peine, le président du tribunal a demandé à ce qu'on nous sorte. Et quand on nous a sortis, j'ai vu la haine. J'ai vu la haine des gens. En tout cas des policiers. Hein. Et d'autres qui attendaient, ça faisait quelques jours, qu'ils attendaient de pouvoir nous taper. Hein. Et dans la salle des pas perdus, là où on a jugé Klaus Barbie, eh ben on s'est fait frapper. On s'est retrouvés certains Dans d'entre nous. l'enceinte du tribunal. Dans la salle des pas perdus, voilà, une ratonnade en règle. On se retrouve à l'hôpital avec des problèmes au niveau des cervicales, à porter pour certains d'entre nous, Minerve. Voilà. Donc, violence institutionnelle. On va justement regarder un extrait qui fait écho à ce que vous venez de raconter, à l'importance de l'organisation au sein du MIB dans ce même documentaire qui date de 2002. Et le monsieur qui parle s'appelle Abdelaziz Garbi. Il était alors porte-parole du MIB. On regarde. Et ça, c'est une mission traditionnelle qu'on a, quoi. C'est aussi de soutenir justement les gens qui se mobilisent localement. C'est de les soutenir du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que... Avec quels moyens, comment ça les soutenir, leur apprendre... Comment ça se passe simplement leur apprendre parfois comment faire une manif, comment faire des mouvements, comment agir, comment, tu vois, vis-à-vis des institutions, quel genre de rapport avoir, et quelles sont les connaissances minimales pour faire ce genre de choses, soit au niveau du droit, soit au niveau de l'expression, à tous les niveaux, quoi, tu vois. Nordine, cet extrait, il parle d'organisation. Il y a eu des comités locaux, il y a eu des affaires emblématiques contre lesquelles le MIB s'est mobilisé. Quel a été, pour vous, les grands succès du MIB, qui ensuite ne fonctionne plus aujourd'hui en tant que tel, bien sûr, mais quels ont été les grands succès du MIB ou les moments importants? Qu'est-ce que ce mouvement a créé? Le fait de ne pas avoir à subir, quoi. Le problème, c'est quand il arrive quand il y a des crimes, les gens ils subissent deux fois. Donc c'est d'éviter à ce que les gens ils subissent, de s'organiser. Qu'est-ce qu'on a apporté? Le fait d'être moins vulnérable. Et puis de savoir sortir les choses. De créer du matériel, nous aussi, avec nos versions. De pas laisser seulement des versions policières ou autres qui viennent, ou des versions politiques qui viennent salir la mémoire des familles. Parce que ce qui change pas avec aujourd'hui, on le voit avec l'histoire de la famille Traoré, c'est qu'on les salit. On les salit, on continue, c'est la fête. Et ils se rendent pas compte, certains aujourd'hui, c'est qu'ils essayent de la faire à l'envers. En disant, oui, il y a du racisme anti-blanc. Non, on dit qu'il y a des problèmes de justice et de discrimination, régler ces problèmes, et ça sera déjà un peu moins lourd pour les gens, parce qu'il y a les problèmes sociaux comme pour tout le monde. Si en plus, on subit les discriminations et les injustices, on peut pas vivre comme ça, quoi. Voilà. Au même moment, dans ces années 90, et au début déjà fin des années 80, début des années 90, il y a un autre mouvement plus connecté à un parti politique qui s'appelait SOS Racisme, qu'on revoit ressurgir aujourd'hui autour de la question des violences policières, où s'exprimer. Et vous êtes très dur avec ce mouvement. Vous dites qu'il y a là une forme de trahison finalement de ce que vous portiez ou des quartiers populaires. C'est du néocolonialisme, ils rigolent. Ils viennent sur des situations sur lesquelles on est en train de se battre depuis des années. Au lieu de nous rejoindre,
il crée un outil de guerre dans des bureaux au ministère avec Jean-Louis Bianco, Jacques Attali et puis d'autres, Monsieur Ségala, pour essayer de nous faire la guerre. Nous, on n'a tué personne sur cette terre. On vend pas d'armes, voilà. Mais en tout cas, on veut pas subir plus. Donc, bien sûr, ils ont créé ce qu'on appelle SOS. SOS si je me rappelle bien, c'est soit 83, soit 84. On avait organisé avec les maires de familles victimes des crimes racistes et sécuritaires un rassemblement place Vendôme pour être reçu par monsieur Badinter. Malheureusement, à l'époque, il nous a pas reçus. Il a pas reçu les maires de famille. Qui était garde des Sceaux au ministre de la Justice. Ouais, moi, j'étais très déçu parce que je m'attendais pas à ce que cet homme, qui pour moi, bon, il a fait abolir la peine de mort, quoi. Après, maintenant, bon, peut devenir que... Donc, vous n'avez pas été reçu à l'époque? À l'époque, en tout cas, les mères de famille, moi, j'ai pas besoin d'être reçu, j'en ai rien à foutre. Mais sec, hein, j'en ai rien à foutre, moi, qu'on nous reçoive. Ce qu'on veut, c'est que les familles, elles soient reçues et entendues, qu'on entende leur douleur, leur souffrance et ce qu'elles pensent, quoi. Parce que c'est trop facile de criminaliser les gens et de faire croire que les familles, elles peuvent pas avoir des réactions humaines. On essaye de déshumaniser les gens qui habitent dans les quartiers populaires. C'est-à-dire, on est des animaux, quoi. La gauche, pour poursuivre par rapport à cette question, justement, la dernière question, la gauche par rapport à ces combats, vos combats, vous l'estimez au rendez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui? Un peu. Un peu. Un peu plus qu'avant, un peu plus que ce que vous aviez connu? Parce qu'il y a aussi les nouveaux médias, tout ça, ce qui fait que, ouais, il faut être visible. Mais que les gens ils sachent que c'est des vrais combats, quoi. Mais suffisamment? Non, pas assez suffisamment. Pas assez suffisamment, non. Non, parce qu'ils sont à l'Assemblée, ils sont dans les trucs, ils pourraient faire des choses que nous, on peut pas faire. Nous, il y a des choses quand on a alerté sur ces questions-là, on a déjà fait des courriers aux parlementaires, on a déjà fait des courriers. À l'époque, on demandait à être reçu par des ministres, tout ça, pour parler de ces questions-là. Donc, des fois, on voulait pas nous recevoir, donc il fallait faire des actions pour qu'on puisse être entendu. Et notamment, on fait des trucs, on a fait des choses sans porter atteinte à l'intégrité physique de personne, dans le cadre de Bron 89, où il y avait des actions directes, des actions de désobéissance civile. Ouais, on va, et puis on dit ce qu'on a sur le cœur, quoi, par rapport à la politique de la ville, ou même par rapport à de la manière dont les choses se passent dans le quartier, quoi. Voilà, c'est aussi des techniques d'ailleurs qu'ont repris aujourd'hui les comités, certains comités, et qui vont peut-être étendre. Un des trucs qu'on a fait qui était assez, dans le cadre d'une grande rencontre de la politique de la ville à Vaux-en-Velin, on voulait pas être là, c'est-à-dire que les habitants n'étaient pas là, c'était rien que des spécialistes. Donc nous, à l'époque, on a dit pas d'accord, et on est rentré. Je me rappelle plus quand on est rentré. Vous étiez là et vous avez... Ouais, on était là et puis on a demandé à ce que les familles soient entendues. Et notamment, bon, quand on était à Vaux-en-Velin, notamment par rapport à l'affaire de Thomas Claudio, ou de Mehdi qui était mort en prison à Lyon. Donc, pour qu'il y ait justice et que la vérité sur les choses, comment elles se sont passées. Merci beaucoup à vous, Nordine Iznasny, cofondateur du MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Écrivez-nous à l'émission, à l'adresse de l'émission @airlibre@mediapart.fr. Demain, vous retrouvez le camarade Fabien Escalona. Merci à vous. Bonne soirée.